Alors j'ai eu la double sensation de sortie du corps. Vous êtes votre propre regard sur vous. C'est encore une fois comme une caméra qui est en plongée, regarde ce qui se passe. Vous êtes la caméra, mais vous voyez vous, sur le lit. Si c'est ça, l'au-delà, c'est pas si dramatique que ça. Moi, je crois qu'il faut absolument, enfin moi personnellement, je pense qu'il ne faut absolument pas employer le mot réel ou réalité quand on vit quelque chose comme ça. C'est quoi le réel? Le réel, c'est que là, je suis assis sur un fauteuil et j'ai un pantalon de velours. Ça, c'est du réel. Mais partir, votre âme, votre esprit, votre conscience, votre inconscience, qui s'en va vers des surfaces comme ça, un peu éthérées, il ne faut pas employer le mot réel. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Rien. C'est de l'ordre de l'abstraction. Une abstraction, encore une fois, plutôt agréable. Ce qui a pu modifier, ça m'est arrivé, j'avais déjà à peu près, j'étais au milieu de la cinquantaine, ce qui modifie, Pascal parlait du bon usage des maladies. C'est quand vous sortez d'un ensemble d'une expérience, parce qu'il y a beaucoup de moments, il y a beaucoup d'instants, il y a des étapes. Vous avez une réflexion plus sérieuse sur la vie, bien sûr, sur le retour à la vie, donc vous considérez que c'est un miracle, et qu'il vaut mieux le vivre comme ça. Une réflexion sur vous-même, par rapport aux autres, c'est-à-dire moi, ça m'a permis de réfléchir à ce que j'avais fait de bien ou de pas bien. Donc, une meilleure capacité de relativiser, de mieux comprendre la douleur des autres, puisque vous vous dites aussi, mais tu as vécu une douleur, mais ça n'est rien par rapport à d'autres maladies plus longues, plus graves, toute cette humanité qui souffre. Donc, puisque tu es plus conscient de ça aujourd'hui, ayant souffert, normalement, tu dois pouvoir avoir un regard plus altruiste. Donc, la maladie, l'extrême expérience de ces maladies-là, de ces passages en réa, selon moi, en tout cas moi, m'ont apporté sans doute une meilleure écoute et une meilleure attention aux autres. Ça n'a pas changé. Chasser le naturel, il revient au galop. J'ai gardé les mêmes qualités, si j'en ai, les mêmes défauts. J'étais plus un gamin. Je n'étais pas un gamin. Mais c'est pas l'expérience de me rapprocher. C'est l'ensemble de ces instants terribles qui fait que, bien évidemment, vous réfléchissez autrement à l'existence, aux autres, à la force de l'amour, à la présence, même si on croit qu'ils ne sont pas là, ils sont là, de ceux qui vous aiment, à la douleur humaine, à l'écoute, à la générosité, au remords, au regret, au reproche. Donc réflexion sur soi. Il faut d'abord essayer de comprendre, j'ai essayé un peu, pourquoi cette expérience-là. Est-ce que si on est complètement rationaliste, concret, il faut l'attribuer à l'effet des produits qui m'ont été distribués et qui ont transformé mon inconscient, équivalent de ce qu'on appelait autrefois un trip, un voyage. Donc est-ce que c'est le produit, l'anesthésie elle-même qui vous fait plonger dans des profondeurs ou des hauteurs inconnues jusqu'ici, puisque je n'ai pas été anesthésié tous les 8 jours. Donc est-ce que c'est une explication concrète, médicale, chimique, appelons ça comme on veut, ou est-ce que si on décide que, après tout, il existe effectivement une conscience et une réflexion et une éducation et des expériences précédentes, est-ce que ça n'est pas aussi une approche de la vie et de la mort? Et dans ces cas-là, est-ce que d'une certaine manière c'est bénéfique, puisque il n'y a pas à avoir peur. C'est-à-dire que vous sortez là en vous disant, si ça se passe comme ça, le jour où ça se passera vraiment, ça va. C'est-à-dire que, au fond, je crois qu'on accepte mieux la mort si on la frôlait de très près. Quand on sort d'une telle expérience, on veut d'abord retrouver le quotidien, les autres, d'abord un peu qu'on vous informe de ce qui s'est passé,
et on veut vivre de façon presque simpliste. Un regard, un oiseau qui passe par la fenêtre, de la musique, la poésie. J'avais un besoin inouï de musique et de poésie. Je ne réfléchissais pas du tout à tout ce qui m'était arrivé, et j'en parlais très peu, très très peu. C'est comme j'ai la chance d'être un écrivain, de savoir à peu près raconter, le jour où je me suis dit, parce que j'ai vécu une année entière de médicaments, hein, il a fallu du temps pour tout nettoyer et me remettre complètement en place. Là, je me suis dit, en écrivant, oui, voilà, il y a ça, ça et ça, et j'ai tout retrouvé, la mémoire à travailler. Mais j'en ai très peu parlé, très très peu. J'ai simplement voulu un peu me confronter avec des médecins, surtout celui qui s'était occupé de moi, le pneumologue, un homme remarquable, qui m'a dit, j'étais pas le premier à lui raconter cela, et qui a, je crois, comme beaucoup de médecins, d'ailleurs beaucoup de grands professeurs, une approche très prudente. Je les crois prudents et modestes, et ils ont raison. Soit, encore une fois, ils attribuent cela simplement au produit qu'on vous a administré, soit à un fantasme, hein, mais je n'ai pas inventé, parce que je l'ai vécu. Donc ça, ils sont bien obligés de le reconnaître, on n'est pas là pour raconter des blagues. Mais ils en parlent eux-mêmes, enfin moi j'en ai parlé très très peu, j'ai simplement essayé d'y réfléchir. Et puis j'ai lu quelques documents américains, bizarrement c'est les Américains, les Anglo-Saxons, qui semblent être beaucoup plus pointus sur ces affaires-là. J'ai été assez interrogé quand même, je me suis interrogé sur le fait que ces expériences de mort approchée, c'est plutôt le monde occidental. C'est-à-dire que j'ai pas la sensation que les Asiatiques, les Indiens, les Chinois, les Japonais en parlent ou l'aient autant vécu, puisque je pense que leur approche de la mort est complètement différente. Il y a quand même toute une partie de l'humanité qui croit à la réincarnation. Et à toutes sortes d'autres théories ou d'autres croyances. Et je crois qu'ils ne sont pas aussi conscients, ou en tout cas aussi préoccupés de cela. Je n'ai pas lu, mais je me trompe peut-être, que l'Orient soit autant, comment dirais-je, se soit autant intéressé à cela que l'Occident. Et donc je pense que ça repose aussi sur des questions religieuses, des questions d'éducation. Comment vous avez été amené à aborder la vie. Mais quand mon livre est paru, j'ai reçu beaucoup de lettres, mais pas seulement sur cette affaire, en particulier tout le corps médical et les infirmières, les aides-soignantes qui avaient apprécié l'hommage que je leur ai rendu, parce que j'ai écrit un jour que c'était les femmes les plus importantes de ma vie, ces femmes autour de moi. Bon. Mais sur la NDE, j'ai reçu pas mal de courriers aussi, et des lettres, alors là, très 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 détaillées, hein, 8 pages, recto verso, me racontant qu'on avait vu des gens, qu'on avait parlé, enfin, des fables selon moi, mais enfin, c'est peut-être pas des fables. Oui, oui, des tas de gens qui disent, oh, mais vous n'êtes pas le premier, ni le dernier. Mais vous savez, il y a toutes sortes de conséquences, hein, des passages pareils. Parce que moi, 5 ans après ce passage à l'hôpital, et donc ce frôlement de la mort, et cette douleur physique et psychique, je tombe en dépression nerveuse. C'est pour d'autres raisons, raisons situationnelles. On va pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais j'ai interrogé beaucoup de médecins, et quelques-uns m'ont dit, ce que vous avez vécu, votre dépression, 5 ans plus tard, n'est peut-être que la conséquence de ce qui s'était passé à l'hôpital. C'est-à-dire que vous aviez perdu une partie de vos immunités, vous aviez vécu dans une distorsion totale de l'espace et du temps, qui vous avait peut-être fragilisé et ouvert ou entrouvert une porte possible à une dépression situationnelle. Moi, j'ai toujours essayé d'être à peu près humain avec les autres, autant qu'ils l'étaient avec moi. Le passage, le frôlement, j'appelais ça le frôlement de la mort, hein, et le petit tunnel blanc, ou le grand tunnel blanc, selon ce qu'on veut en retenir, vous donne encore une fois
une obligation de plus de générosité, d'écoute et d'attention aux autres. Il n'y a rien à faire. Parce que ça vous pousse à réfléchir à la vanité de tout, la précarité des choses, et en même temps, l'extraordinaire et singulière chose qui s'appelle la vie. Donc bien évidemment, si on a un petit peu de capacité de réflexion, et si on ne veut pas tout le temps se noyer dans un quotidien très actif pour oublier quelques questions fondamentales, on est plus apte à apprécier les autres, à faire en sorte qu'ils vous apprécient, et surtout, il n'y a rien à faire à être plus serein, à mieux s'accepter. J'ai retrouvé exactement tous mes fantasmes, tous mes tropismes, toutes mes habitudes, mes envies de faire, de créer, d'écrire. Je dirigeais à l'époque une grande radio, RTL, donc la continuité de ma relation avec les collaborateurs et les collaboratrices, qui m'ont accueilli d'ailleurs de façon merveilleuse quand je suis rentré. J'ai repris exactement toutes mes erreurs et sans doute peut-être toutes mes non-erreurs. Ça n'a pas changé mon appétit de vivre et de faire et de créer et la curiosité permanente que j'ai toujours eue sur tout et tout le monde et qui a fait que je suis un journaliste, un écrivain, parce que la curiosité est la base, je crois, de nos activités. Mais il n'y a rien à faire, bien évidemment. J'ai approfondi mon regard sur les autres, sur la vie, et donc j'ai sans doute un peu plus modéré et tempéré cette énergie éclectique qui a toujours été la mienne. Mais c'est pas pour ça que je me suis retiré dans une cabane auprès de la mer à regarder les horizons. Non. Les toubibs, la raison de ma totale incapacité de respirer, une toux telle qu'il avait fallu m'hospitaliser, un liquide noir dans mes poumons, enfin toutes sortes de choses qui faisaient qu'on m'a mis sous ventilation et sous coma artificiel, pendant lequel coma, les chercheurs essayaient d'identifier le microbe, ou enfin, disons la molécule, ou la bactérie qui avait provoqué cet empoisonnement, cette inflammation de toute ma poitrine et mon incapacité de respirer. Donc j'étais dans un très très mauvais état, ça a été une épreuve très douloureuse qui a duré à peu près 8 jours et 8 nuits. Ils ont découvert au bout d'un moment, donc peu à peu on est ressorti du coma, on m'a extubé puisque j'étais intubé, ce qui est une épreuve très douloureuse, terrible. Et j'en suis sorti et j'ai dû vivre à peu près 5 semaines de convalescence à Cochin pour ensuite reprendre mes activités normales. Donc c'est une longue et douloureuse épreuve au cours de laquelle j'ai eu, puisque j'étais évidemment dans ce coma même artificiel, on m'en sortait de temps en temps, des hallucinations, des cauchemars, un dialogue avec la mort, un dialogue avec moi-même, enfin tout ce que beaucoup de gens, à mon avis, vivent. Et à un moment donné, je pense que c'est juste avant l'extubation, et j'essaie de situer ça au moment où je plonge dans le sommeil après l'effet de l'anesthésie, puisqu'on m'anesthésie pour m'extuber. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu deux expériences qui sont assez, non pas universelles, mais que beaucoup de gens ont connues. Hein. J'ai vérifié tout ça après, j'en ai même fait un livre. L'une qui est une espèce de décorporation, c'est-à-dire que vous avez la sensation que vous vous voyez sur votre lit d'hôpital, que vous voyez les toubibs autour de vous, que vous êtes comme une caméra qui est en plongée sur une scène que vous êtes en train de vivre. Et puis l'autre, qui est beaucoup plus, comment dirais-je, toutes sortes de fantasmes autour de cette affaire, que les Américains appellent la near-death experience, c'est-à-dire un départ plutôt vers le haut. J'avais connu des chutes pendant ma réanimation vers le bas, des trous noirs, des tunnels noirs, des cauchemars, des horreurs qui étaient dus sans doute
aux produits qu'on me donnait, morphine, toutes sortes de choses pour me calmer. Hypnotiques, toutes sortes de produits qui ont fabriqué des éléments très négatifs. Et là, cette espèce d'envolée vers un espace un peu brumeux, cotonneux, blanc, diaphane, agréable, et qui a duré, à mon avis, 1/1000e de seconde, puisque le temps n'est pas mesurable dans ces affaires-là, c'est comme les rêves, était au contraire très positive, et pas le terme, mais très euphorisante, bienfaisante, et qui prête évidemment à beaucoup de réflexion. Alors j'ai eu la double sensation, d'abord la première importante de sortie du corps, c'est-à-dire que vous êtes votre propre regard sur vous. C'est encore une fois comme une caméra qui en plongée regarde ce qui se passe. Vous êtes la caméra, mais vous vous voyez vous sur le lit. Vous voyez les toubibs autour de vous, les infirmières, le décor de cette chambre du service de réa de Cochin, et donc vous avez l'impression que vous êtes dédoublé. Vous vous voyez en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre. C'est pas du tout cauchemardesque, c'est pas gravissime, et je ne sais pas très bien à quoi c'est dû. Mais pour moi, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la NDE, Near Death Experience, c'est-à-dire l'expérience de mort approchée, c'est-à-dire que on a la sensation qu'on s'en va, mais on s'en va plutôt vers le haut, vers des sphères agréables, douces, euphorisantes. Il n'y a pas, faut pas fantasmer, il ne faut pas raconter de blagues, hein, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément exagéré ces visions. Je n'ai jamais vu des gens, je voyais des sortes de formes comme ça, qui auraient pu être des formes d'êtres humains, mais ça pouvait être aussi, je ne sais pas moi, des éléments comme ça, des éléments un peu blanchâtres, un peu cotonneux, un peu transparents, et avec une sensation très, c'est le plus important, plus que la vision, c'est la sensation d'une grande douceur, d'une paix, d'une bienveillance, comme un sourire qu'on ne voit pas, mais qui vous prend et vous entrez dans un sourire. Et c'est très agréable, très curieux, au point qu'on peut se dire après, au retour, ben au fond, si c'est ça, l'au-delà, c'est pas si dramatique que ça. Donc je pense que ça a duré très peu de temps, mais c'était assez bouleversant, parce que ça pose toutes sortes de questions sur y a-t-il une vie de la conscience après ce qui aurait pu être la perte de votre vie pure. Je n'étais pas mort, j'étais en pleine anesthésie. On m'avait plongé pour m'extuber, parce que l'extubation est une opération très très délicate. Donc moi je situe ça à ce moment-là. Alors à quoi est-ce dû? C'est toute la question. Quand j'ai voulu retranscrire cette expérience, elle ne fait d'ailleurs que 3 ou 4 pages d'un livre qui en fait 250, où je raconte en revanche l'infirmerie, l'hôpital, l'hospitalisation, les cauchemars, tout ça. Mais j'ai dû consacrer 4 pages seulement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu raconter de blagues, fantasmer, déborder à partir d'un truc très précis. Donc, il faut être simple et limpide et clair quand on raconte ces choses-là. Il ne faut pas essayer d'aller vers une poésie ou vers quoi que ce soit. Il faut simplement faire ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est dire, je n'étais plus moi-même, je m'étais vu moi-même d'abord, et ensuite, ce qui m'arrivait ne ressemblait à rien de ce que je pouvais connaître. C'était court, c'était bien heureux, c'était peut-être l'avant-première, si j'ose dire, de ce que j'allais vivre concrètement lorsque je serais extubé, c'est-à-dire une sorte de répétition du bonheur que mon corps et que mon esprit ont éprouvé lorsque j'ai enfin été extubé, parce que n'avoir plus cette machine, c'est une libération. La personne qui est ventilée, c'est un prisonnier, puisque la liberté, c'est de respirer. Donc, cette sensation d'être libéré, est-ce que mon expérience de mort approchée n'était pas que une sorte de préface et de prélude
à la réalité. Donc j'essaie vaguement de le raconter, mais c'est pas simple, et je pense qu'il ne faut pas, enfin moi, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas construire trop de fantasmes là-dessus. Après coup, l'ayant écrit, ayant publié le livre, ayant bavardé, même conversé avec des spécialistes, des médecins, des psychologues, là, il y a des réflexions qu'on peut avoir, mais je n'avais aucune réflexion. Vous ne réfléchissez pas lorsque vous recevez un tel bain d'inconnu et d'inédit. Vous le recevez. Quand vous êtes dans cette situation-là, non seulement je vois une pièce, hein, la chambre, enfin c'est pas la chambre, la cellule, et les gens autour du lit sur lequel je me trouve, je me vois moi, je vois mon visage, c'est-à-dire que je vois la tête effrayante que j'avais, j'ai dû perdre 15 kilos en l'espace de 10 jours, il y a le masque, il y a le tube, les poignets attachés, c'est-à-dire que je vois ma douleur. Mais c'est très détaillé, c'est très précis, la couleur des draps, le nombre d'infirmières, il n'y en a que 2 autour du lit, l'interne, que je n'identifie pas parce que c'est vu de haut, on ne voit pas les visages. Enfin, tout est très précis. Les pourtours de la pièce, c'est d'autant plus intéressant que la plupart du temps, pendant mes 10 jours comme ça, mes 10 nuits, les formes, l'espace et le temps étaient très déformés. Et là, cette vision-là, elle est claire, elle est précise, elle est nette. Ça a quelque chose de, comme ça, presque comme l'objectif du photographe qui fige les choses. Et à partir de là, il y a le départ vers le haut, vers le tunnel, on peut appeler ça un tunnel, on peut appeler ça une élévation, vers du blanc, du coton, de l'agréable, de l'euphorie, la bienveillance surtout. On a l'impression qu'on est reçu par on ne sait quel univers, on ne sait quel environnement, avec un accueil avec amour. Il y a de l'amour qui flotte. Je ne sais pas d'où il vient, mais vous êtes dans une... Je suis dans une... Je baigne dans un espace accueillant. Il n'y a pas d'autre terme. Et c'est très agréable, et c'est très court, à mon avis. Ça, on ne peut pas mesurer la brièveté de ces choses-là. Le retour, c'est que je me réveille, hein, je sors de l'anesthésie, j'ai été extubé. Et l'extubation est en soi une délivrance. Parce que l'homme ou la femme qui est intubé, qui ne respire pas, qui a une machine qui respire à sa place, c'est une souffrance constante, permanente. Or, l'expérience de mort approchée, c'est la disparition totale de cette souffrance pendant un instant. Il n'y a pas de douleur, au contraire, il y a presque comme un plaisir. Et le retour donc, extubation, retour à la vie, à la respiration, les gens autour de vous, tout est normal ce coup-ci, tout est réel, et la sensation, enfin plutôt la réaction première, c'est qu'on a envie de parler. Mais je ne parle absolument pas de ce que je viens de vivre, car je ne m'en souviens même pas. Il a fallu quelques semaines, pendant lesquelles j'étais en convalescence, toujours à l'hôpital, pour me dire, j'essayais de recollecter ce qui m'était arrivé, je prenais des notes, je suis écrivain et je savais qu'un jour j'en ferais un livre, pour me dire, attention, il t'est arrivé quelque chose là, à ce moment-là. Et puis, j'ai une amie, ma femme, qui est venue me dire, mais tu n'as pas vécu ce qu'on appelle en Amérique un NDA? J'ai dit, de quoi tu me parles? Et alors elle me décrit, il y a eu des livres, toutes sortes de choses, des documents, et je dis, ben oui, effectivement. Et c'est là que j'ai voulu noter le détail que je viens de donner sur cet instant bref et assez bouleversant. Il n'y a pas de réflexion. Quelqu'un qui est dans cet état-là ne réfléchit pas. Il reçoit des sensations. Bon. Et c'est une grande première, si j'ose dire. Je n'ai jamais vécu, je n'avais jamais vécu, et pour cause, ce moment-là. Je n'avais jamais vu ces formes, encore que je les assimile facilement, je vous dis, à une sorte, c'est presque un peu comme des fantômes, hein, des choses qui se baladent. Donc ça pourrait ressembler à je ne sais quel dessin d'un rêve de quelqu'un qui part comme ça dans l'inconnu. Mais
fondamentalement, il n'y a pas de comparaison possible avec la vie réelle ou la vie vécue, ou avec votre passé, avec mon passé, parce que je n'identifie rien ni personne. Je suis dans la ouate, d'une certaine manière. J'ai eu pendant mon expérience en réanimation des cauchemars effrayants, dont encore aujourd'hui, si je voulais m'en préoccuper, ce qui n'est pas du tout mon cas, parce que tout ça est là très loin derrière moi, j'ai écrit mon livre, ça y est, j'ai réglé cette affaire, je me demande encore à quoi correspondent ces cauchemars. C'est-à-dire qu'on peut toujours relier un rêve ou un cauchemar à quelque chose qu'on a vécu, un fantasme, une peur, une angoisse, l'enfance. Là, mais on ne va pas rentrer dans la description des cauchemars. En revanche, le départ là-haut, dans le tunnel blanc, ben c'est exactement le contraire du cauchemar. C'est un rêve heureux, si j'ose dire. C'est un voyage, aussi bref soit-il, de satisfaction, d'apaisement. On est rassuré. Ça va. Il n'y a rien de réel dans ce qu'on vit. C'est irréel. Ça n'est pas concret. Ça ne ressemble à aucune expérience vécue. Ça n'a aucun rapport avec même vos propres rêves normaux, si j'ose dire. On ne peut pas le toucher, c'est ineffable. D'ailleurs, je crois que c'est l'adjectif qui revient très souvent. Lorsque les gens en parlent, je l'ai cherché moi-même, parce que, écrivain, j'ai cherché des adjectifs pour traduire cette sensation, et c'est le terme que j'ai trouvé. Je m'étais refusé à lire tous ces bouquins, américains en particulier, parce que je ne voulais pas, lorsque j'ai écrit mon livre, être influencé et avoir, au fond, en rajouter à ce que j'avais vécu strictement. Je crois qu'il faut être honnête sur l'NDE. Il y en a toutes sortes. Et on peut rencontrer des gens qui sont beaucoup plus précis, concrets, qui vous racontent je ne sais trop quoi. Moi, ça s'arrête à ça. Et je n'ai pas voulu être influencé par tous les documents. Il y a eu des bouquins entiers là-dessus. Simplement m'en tenir strictement au souvenir. Quand vous écrivez ce livre, j'écris ce livre 2 ans plus tard. Donc déjà, je pense que la mémoire a fait son travail, son tamis. Il disperse des choses pour ne garder que l'essentiel. Et au fond, c'est ça qui compte. L'essentiel, c'est ceci n'a rien à voir avec la réalité. C'est peut-être, au fond, le souhait que nous avons tous que quand nous devons partir, ça se passera comme ça. Est-ce que ça correspond, au fond, à un fantasme sur il y a un paradis, il y a autre chose qui est un univers différent dans lequel on peut retrouver éventuellement l'amour des autres. Donc est-ce que ça correspond à une éducation judéo-chrétienne? Il y a toutes sortes de questions là-dessus. Je n'ai fait aucun rapport entre ma décorporation et la réalité. C'est-à-dire que je voyais donc le visage ou les silhouettes de ces infirmières et de ce toubib, et ils correspondaient à ceux qu'ensuite, lorsque j'ai été extubé, que je suis revenu à la réalité, aux mêmes personnes. J'ai reconnu dans la réalité ceux et celles que j'avais vus dans ma décorporation. Et c'était la même chose. Donc là, c'est ça qui est très intéressant, le démarrage, c'est presque réaliste, c'est comme du cinéma. Vous avez tourné votre propre scène de maladie, enfin de la situation d'un patient. Et ensuite, l'ascension vers les limbes, ça n'a plus rien à voir avec la réalité. Il n'y a plus rien de concret. On passe du concret de la pièce, du lit, je me vois, très bien, je vois le visage cadavérique, pour ensuite partir ailleurs, et là, je ne vois rien d'autre que des formes et que des mouvements, et que, encore une fois, et ça ne se concrétise pas, mais c'est impalpable, cette sensation d'accueil, de sourire. Je ne me suis jamais dit je suis mort pendant mes 10 jours et 10 nuits, lauréat, pendant les cauchemars. J'avais un dialogue avec moi-même. Il y avait une partie de moi qui disait écoute, t'es foutu, ça y est, accepte l'idée que tu vas mourir. Et puis une autre partie disait non,
L'heure n'est pas venue, il y a des gens qui t'attendent dehors, tu as une femme, des enfants, tu as des choses à faire, bats-toi, bats-toi. Donc ça n'avait rien à voir avec l'expérience de me rapprocher, mais j'avais un dialogue intérieur, nous avons tous un dialogue avec nous-mêmes. Je n'étais pas totalement, car il y a des comas où il n'y a aucune activité cérébrale. Moi, au contraire, c'était hallucinant ce qui se passait. Ça tournait, ça allait du beau, puisque je voyais de temps en temps des visions de ma jeunesse dans le Colorado, avec des arbres verts, des sapins bleus, et puis, par moments, des petits personnages ignobles, vêtus comme des clowns, avec des chapeaux melons, qui venaient vers moi, portés par une sorte de masse de liquide orange, qui venait m'inonder. Ça, c'est le cauchemar. Et c'est insupportable. Et encore une fois, je me demande pour qui sont ces bons hommes. Mais le départ vers les limbes de la NDE, ça n'a rien à voir, c'est le contraire. Comme si peut-être, je crois que tout ça c'est l'inconscient, hein, c'est le travail dans votre tête, une partie de moi se soulageait ou me guérissait, voulait effacer ce que je venais de subir.